On est là pour la suite et la fin avant de parler du Togo. On continue notre voyage avec nos chers amis Germain Pouli, Eric Johnson et Madame Dado Nora Noviekou à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui, vous aviez la parole, ou bien Oui, c'était je Germain? disais, il ne faut pas oublier les, les poids politiques de certains leaders comme Madame Simone Gbagbo, Gbagbo, comme Charles Blé Goudé, comme Guillaume comme Soro. Guillaume Soro, Je suis comme d'accord Pascal qu'on Affi-Guessant commence, peut-être. oui, à Guissant encore moins. C'est pas aussi ça. Non, franchement, Ouais. vous savez, je suis Il d'accord qu'on il est commence. président d'un parti politique, le Oui, FPI actuel. je suis d'accord qu'on commence avec les présidents. Ceux qui ont Ouais. eu Il y aura une suite. Ouais. cette charge nationale-là. Qu'on commence avec eux, je suis d'accord. Mais les autres aussi sont très importants. Vous n'imaginez pas la capacité de mobilisation de Charles Blé Goudé Ouais. ou de Guillaume Soro. Je vous dis, c'est des gars qui sont capables de donner des ordres. D'où Charles Blé Goudé, malgré qu'il soit à la CPI, il continuait par travailler en sourdine pour enfin, son mentor qui est Laurent Gbagbo ou Madame Simone Gbagbo. Mais c'est vous dire que ces gens-là aussi sont très importants dans le dialogue, dans la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il faut tout faire pour les faire rentrer si on veut véritablement que la Côte d'Ivoire s'apaise. Alors, vous voulez ajouter quelque chose sur la Côte d'Ivoire, sinon on file au pays de Germain Pouli. Justement, Germain, on va parler de Noutigou. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle de erreur de frappe de l'armée et ensuite d'avertissement pour les terroristes. Oui, je crois que nous l'avons tous appris hier dans la nuit avec ce communiqué de l'état-major des forces armées togolaises qui fait suite aux conclusions donc, de l'enquête diligentée par l'armée togolaise sur les événements qui se sont déroulés dans l'OTI avec le décès de cette jeune gens et deux autres assez gravement blessés qui sont en train d'être soignés. Et je crois que ça a été un exercice très douloureux pour l'armée togolaise, en même temps très courageux parce que il fallait faire dans la transparence et dire exactement ce qui s'est passé. Et l'armée donc est venue exposer ses conclusions et dire que c'est malencontreusement qu'un aéronef en patrouille dans la nuit, autour de 1h du matin, a confondu ces jeunes gens donc à une colonne de djihadistes et donc a présenté ses regrets par rapport à cette situation et a dit encore sa détermination à continuer à accomplir son rôle qui est celui de protéger les populations. Et hier, je le disais, quand j'ai suivi à la télé, j'ai envoyé un message au colonel qui est venu lire le communiqué, qui est le directeur de la communication des forces armées. Colonel Sossou. Et c'est péniblement qu'il m'a répondu. Je voyais quelqu'un d'assez déchiré, assez dévasté, qui vient annoncer que les gens que nous avons pour mission de protéger, ceux pour qui on se bat, on ne dort pas jour et nuit, nous avons malencontreusement tué certains et des enfants. Et donc, vous voyez un peu le choc et le drame que ça représente même pour l'armée togolaise de venir faire ces révélations. Mais en même temps, on ne peut pas leur tenir rigueur parce que c'est dans leur mission qu'ils ont eu à commettre donc ce drame-là. Ils se sont trompés de cible. Donc l'appareil qu'ils ont utilisé a confondu donc ces jeunes-là. Et ces jeunes, c'est un peu triste parce que c'est le jour de Tabaski. Ils sont allés faire la fête et ils rentrent tard. Et c'est comme on dit, ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Au mauvais moment.
Donc, ils rentrent à une heure où déjà les assaillants ont l'habitude d'attaquer. C'est une heure tardive. Ils rentrent aussi à vélo, comme les motos que ces assaillants utilisent pour venir commettre leur forfait. Et donc, l'aéronef qui les repère les confond. Et cette explication, c'est assez douloureux. Mais en même temps, on peut saluer le courage et l'effort de transparence qui a été fait. Et souhaiter vraiment que Dieu apaise le cœur des parents de ces enfants-là. Le gouvernement a essayé d'aller sur place, donc dire sa déception, ses condoléances donc, à ces parents-là. Mais je crois que c'est un épisode qui va rester très malheureux dans cette lutte-là que le peuple togolais, avec en avant-garde les militaires, mène donc contre le djihadisme. On en était là quand on apprenait encore hier ce qui s'est passé. Et ça vient conforter même une partie des conclusions de cette enquête qui disait qu'il y avait des éléments concordants qui précisaient qu'on allait attaquer une localité. Et voilà ces 2 ou 3 localités qui ont été attaquées hier nuit. C'est assez triste, c'est assez difficile. C'est difficile pour tout le Togo, particulièrement pour l'armée qui se bat jour et nuit, qui se sacrifie au péril de leur vie, parce que les premières victimes, ne l'oublions pas, ça a été les militaires eux-mêmes. Donc, il faut qu'on passe, qu'on avance. Il faut qu'on pardonne cet acte-là qui est involontaire, qui a été, je dirais pas, qui a eu lieu dans le cadre d'une mission de protection. Ils avaient envie de bien faire. Malheureusement, la nuit, les renseignements et tout ça ont fait qu'ils se sont trompés et ils ont eu le courage de présenter leurs regrets. Je crois qu'il faut saluer cela. Plusieurs étaient sceptiques quant à la publication assez rapide quand même des conclusions d'une seule enquête. Certains se disaient, voilà, on ouvre des enquêtes au Togo, on ne les referme jamais, on ne sait jamais. Voilà, au bout de 4 jours, cela a été fait. Il faut souhaiter que ça continue dans cette transparence-là et surtout dans ce courage-là et cette responsabilité d'assumer, même si c'est dramatique ce qui s'est passé. Madame, oui. Ouais, ce courage-là, il est très important. Tu as touché du point un mot très important aussi, la réconciliation. Mais je pense que généralement, ce qui se passe chez nous, c'est qu'on ouvre des enquêtes qui ne se ferment jamais ou qui se ferment des années plus tard. Alors que l'on a besoin des conclusions de ces enquêtes-là pour réellement pardonner et aller à la réconciliation. Je le dis comme toujours. Ces conclusions. Oui, je le dis toujours. Vous avez vu, il n'y a eu aucune manifestation contre ce que tout le monde a appelé bavure militaire. Tout simplement parce que en moins de 4 jours, les populations ont compris ce qui s'est passé. Et il y a eu une demande de pardon, des regrets au niveau de la hiérarchie militaire. Les populations ont compris que les militaires n'ont pas décidé de tuer leurs enfants parce qu'ils sont dans la nuit. Ils ont compris que, au fait, c'est pour leur protection que les militaires ont lancé ce qu'il faut pour arrêter quand même des gens qui sont en train de nous faire très mal. Et je crois que ce qui a encore été fait en amont, c'est que le gouvernement, dès que les conclusions, les résultats sont sortis, a envoyé sur le terrain ses émissaires pour aller rencontrer les parents de ces enfants, leur expliquer ce qui s'est passé, leur présenter des excuses du gouvernement, de l'armée, et je crois que ça s'est passé comme on l'aurait souhaité. Et c'est pourquoi c'est très important ce que Germain a dit,
que c'est de cette responsabilité-là qu'il faut pour véritablement apaiser tout le monde en cas de situation difficile. Ce que l'armée a fait, personne au monde ne condamnerait cela, tout simplement parce que c'est pour la protection des populations. Mais malheureusement, regardez ce qui s'est passé. Hier, on avait les résultats de cette enquête et on est allé voir les parents et tout ça. Mais un peu plus loin, vers la frontière, il y a eu encore des massacres de population. C'est là où l'armée a joué véritablement son rôle. Et on a appris il y a quelques minutes tout à l'heure que ces djihadistes-là ont été repoussés. Oui. Certainement qu'il y en a qui ont été tués parce que l'armée n'a décelé aucun mort parmi la troupe. Et donc, je crois que cette communication a été bien menée et ça a permis d'apaiser les cœurs. Madame, vous, qu'est-ce que vous retenez, j'allais dire, de ce communiqué de l'armée? Et peut-être que vous avez aussi un message à envoyer aux parents. Oui, merci Michel. C'est clair que la situation de Natigou a attristé. C'est assez triste en fait, tout simplement, parce que quand vous voyez la liste des enfants, si on fait des frères, des grands frères, petits frères, c'est pratiquement les mêmes noms. Ouais. 15 ans, 18 ans, ça veut dire qu'en fait, il y a des familles qui viennent de perdre comme ça leurs enfants. Je ne sais pas s'ils en ont d'autres, mais s'ils n'en ont pas, ça veut dire que c'est assez... La famille est décimée. Voilà. Il n'y a pas de relève, il y a plus de relève, c'est ça. Et ça peine, c'est triste et... on n'a pas de mots en fait. Vous voyez, c'est vraiment assez lourd comme une perte. C'est lourd. Maintenant, j'espère que la mission qui a fait la descente sur le terrain pour présenter les condoléances, qu'au-delà des condoléances de cet acte symbolique-là, qu'il y a tout un accompagnement. Parce que perdre comme ça ces enfants, psychologiquement, j'imagine les parents. Donc, il y a besoin. C'est vrai que généralement, c'est quelque chose qu'on néglige un peu dans nos communautés, mais l'appui psychologique, elle est importante. Cet appui psychologique-là permettra à ces parents, je dirais, de surmonter cette situation et de se relancer. Ça ne serait pas facile, mais cet appui est important. Deuxièmement, j'imagine aussi que cette mission verra dans quelle mesure assister ces familles-là dans la durée. Parce que on parle des enfants qui demain, en fait, seront, je dirais, la relève. Et donc, certainement, s'ils sont encore vivants, ils vont grandir, ils vont travailler et ils vont prendre en charge leurs parents qui deviendront vieux. Dans ce temps-là, qui va gérer ça? Donc, il y a besoin aussi de penser à comment on accompagne ces familles-là et qu'on ne les laisse pas, je dirais, après quelques semaines. Il y a besoin de penser vraiment à une action pouvant les aider à pouvoir tenir d'ici là. Et troisièmement, je dis, la situation de Natigou nous amène à peut-être, ou bien doit amener l'armée togolaise peut-être à un peu revoir, je dirais, la stratégie de communication. C'est vrai que la question de l'état d'urgence a été décrétée. Mais ma question, est-ce que l'information est passée dans toutes les zones? Parce que c'est quand même des zones reculées. Pour, par exemple, encourager ou rappeler aux gens qu'à telle heure, on ne doit plus sortir. Voilà. Parce que si les parents ont l'information, c'est que les parents ne vont pas encourager les enfants. Ils ne vont même pas les laisser partir. Donc, il y a ce côté-là, on pourra encore travailler dessus. Donc, partager l'information, sensibiliser les gens à ne pas sortir à une heure donnée. Maintenant, l'acte ou bien le pas qu'a fait les FAT, c'est un pas louable. C'est pas évident. Même les gens, jusqu'à, je dirais, à quelques heures de l'émission, là, les gens encore doutaient de la véracité ou de la crédibilité du communiqué. Les gens disent que non, c'est pas vrai. Non, ils ne peuvent pas dire ça.
Mais ils ont eu le courage de le dire et ça, c'est à encourager. C'est à saluer. C'est pas évident hein, que tu voudrais bien faire, mais tu es passé à côté, pas parce que tu l'as voulu, et que tu viennes dire ça, c'est vraiment à encourager. Mais il va falloir prendre les dispositions pour que dorénavant, ces genres de situations ne se répètent plus. Ça amène peut-être aussi à renforcer aujourd'hui les dispositifs qui sont mis en place. Quand nous voyons la situation qui s'est produite encore hier nuit à aujourd'hui, ça veut dire qu'on est, on est assis sur des braises en fait. La situation ne va pas, ça ne va pas comme cela se doit et il y a à travailler davantage. On sait que la menace, elle est là. Maintenant, comment faire pour vraiment minimiser ou réduire au maximum les risques? Je pense que c'est ce travail collaboratif-là que chacun est appelé à faire parce que ce n'est pas seulement aussi le travail des FAT. Il y a toute une action collaborative et c'est là que nous devons encore une fois démontrer de notre patriotisme pour voir comment nous soutenons d'abord moralement ces vaillants hommes et femmes qui sont sur le terrain pour nous protéger au risque de leur vie et maintenant comment l'information circule pour justement, si entre-temps, on peut alerter qu'on puisse le faire. Donc, voilà un peu les analyses que moi je fais de cette situation. Germain Pouli, comme Eric et Madame l'ont dit tout à l'heure, au même moment, c'est un avertissement sans frais pour ces terroristes. La preuve, c'est ce qu'on a vu récemment, c'est-à-dire, c'était hier. Oui, c'est vraiment ça qui est encore plus dramatique. Parce que l'armée dit avoir des renseignements concordants qui font état de l'imminence d'une frappe de djihadistes donc, contre certaines populations. Et c'est donc pour prévenir qu'ayant repéré donc, ces jeunes-là la nuit, donc elle les a confondus. Et le communiqué sort, et la même nuit d'hier, ce que l'armée craignait est arrivé et dans 2 ou 3 localités. Donc c'est vraiment difficile. C'est difficile. Avant, je dis, on écoutait ça hein, sur RFI et ailleurs. Effectivement. C'était loin de nous. On dit dans tel pays, il y a eu tel attentat, tel mort. Pendant des années, nous avons été épargnés de cela. Aujourd'hui, surtout avec le massacre de la nuit d'hier à aujourd'hui, là-bas, on n'a pas encore des chiffres officiels hein, sur l'ampleur des dégâts. Certains parlent de plus d'une dizaine de morts hein, déjà. Et c'est énorme, on n'a jamais eu ce drame-là hein, en termes de chiffres. Et c'est vraiment grave. Et donc maintenant, l'armée essaie de se déployer, l'armée essaie de s'organiser. Et dans une zone dont la gestion n'est pas évidente parce qu'elle est située entre 3 frontières au moins, où les djihadistes se déplacent assez vite, donc commettent leur forfait, quittent le territoire et vont ailleurs. Et on a comme l'impression qu'ils veulent créer même un no man's land parce que l'objectif c'est de pousser la population à quitter la localité pour qu'eux s'installent là-bas. Et donc les enjeux sont un peu différents aujourd'hui. Comme le disait le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le professeur Akoda, ce matin à Yewada, c'est pendant longtemps, nos militaires nous ont préservés de ça. Alors, il y a eu cette opération Konjuare depuis 2018 qui a fait que ce qu'on subit aujourd'hui, peut-être qu'on l'aurait subi beaucoup plus tôt. Ouais. Alors maintenant, lui, il estime peut-être que les djihadistes ont eu le temps d'étudier le dispositif militaire du Togo et maintenant trouver des failles, il faut le contourner. Donc il faut peut-être réadapter. Donc dans cette réadaptation-là, l'armée ou le commandement militaire a besoin de la collaboration des populations, à commencer par la coopération. Il y a un état d'urgence sécuritaire qu'il faut faire l'effort de respecter. C'est pas facile qu'on vous oblige à rentrer chez vous à 22h. C'est pas facile qu'on vous interdise d'être dans les bars au-delà de minuit, 1h, de circuler
de vivre comme vous aviez l'habitude de vivre. Mais en même temps, il faut comprendre que la situation n'est plus celle d'avant et que ceux qui sont sur le terrain pour faire ce travail-là ont besoin de votre coopération, ont besoin que vous respectez ces mesures-là pour leur faciliter la tâche. Donc, il faut peut-être aussi saluer le travail qui est fait par nos confrères dans les savanes, les journalistes, qui essaient de faire de leur mieux. Nora le disait tout à l'heure, est-ce que l'information passe suffisamment? Je crois que là aussi, le gouvernement devrait s'appuyer sur les médias, les radios communautaires et pour que les informations puissent aller. Voilà. Et qu'après, c'est vrai que le Togo a dévancé plusieurs pays dans la prévention avec la mise en place des CIPLEF, des comités interministériels de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, mais il faut que la société civile aussi travaille sur le terrain. Et je fais profiter pour féliciter quand même la présidente du WANEP qui a eu à mener déjà plusieurs actions dans ce sens. C'est pas du tout facile, surtout en ces périodes de crise. En temps normal, c'est beaucoup plus facile, mais là, quand la crise est déjà là, donc on ne peut que vous encourager et prier que Dieu vous donne aussi la force de faire ce travail-là aux côtés des forces de sécurité pour amener nos populations à mieux coopérer pour le succès de cette lutte-là. Alors, madame, on vous redonne la parole. Dans ce contexte précis, dites-nous ce que vous faites concrètement à l'endroit des populations pour faciliter la tâche aux forces armées. Ok, alors au niveau de WANEP Togo, donc depuis, disons déjà 2016, 2016, on avait commencé la discussion autour de ce sujet en nous posant la question de savoir si face à l'extrémisme violent, le Togo était-il menacé ou résilient. Et en 2016, beaucoup de personnes nous ont dit, mais pourquoi vous parlez de cette question alors qu'on est très loin? Donc nous, au niveau de WANEP, nous sommes un réseau sous-régional, comme vous le savez, avec des antennes un peu partout dans les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Togo. Déjà en 2015, on a commencé la définition des indicateurs liés à l'extrémisme violent pour dire qu'en fait, c'est clair que ce n'est pas quelque chose qui est abstrait. Même si parfois il est difficile justement de maîtriser ces groupes d'acteurs, il y a quand même des signaux qui permettent d'alerter, qui permettent de remonter l'information. Mais il faut que les gens soient informés, les gens sachent sur quoi alerter, sur quoi communiquer. Et c'est toute cette chaîne d'information-là qui permet justement d'anticiper. Et donc, nous avons un mécanisme de veille qui permet de faire un travail déjà sur le terrain au niveau aux questions de paix et sécurité. Mais actuellement, côté du CIPLEV, nous sommes en train de voir comment appuyer pour justement bâtir un mécanisme plus efficace sur la question, qui est spécifique à la question et faciliter la gestion ou anticiper. Et au-delà de ça, nous avons récemment, pour ne pas dire le 5 juillet, lancé l'atelier de validation nationale de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, qui aujourd'hui sera le document de référence de tous les acteurs qui voudraient aider le gouvernement, le CIPLEV à pouvoir gérer cette situation-là. Et ce travail a été fait pratiquement sur une année avec les collectes d'informations auprès des communautés. Nous avons touché pratiquement 800 personnes avec qui on a échangé et collecté leur avis. Comment eux, ils voient la situation, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est un document qui est assez riche d'informations qui permet aujourd'hui de dégager des axes stratégiques et maintenant d'opérer sur le terrain. Maintenant, chacun dans son dimension, dans son domaine pourra voir comment s'inspirer de ce document et faire le travail. Donc, à part ça, au niveau communautaire même, nous avons des projets qui nous permettent de renforcer la résilience économique des femmes et des jeunes, surtout dans des localités dans la région des savanes. Maintenant, il faut préciser que nous ne sommes pas les seuls. Il y a Plan International aussi qui est un grand projet. Il y a le CRS et puis il y a le PNUD et pas mal d'acteurs. Aujourd'hui, je crois que la situation n'est pas aussi aisée comme certains le pensent parce que pour certains, toutes ces actions ne sont pas nécessaires. Il faut aller attaquer les groupes extrémistes alors qu'en fait, c'est qui les groupes extrémistes? Est-ce qu'ils sont visibles quelque part? Il faut aller les prendre. Donc, c'est autant de questions. Donc, aujourd'hui, chacun essaie de voir sur quel pan travailler
pour pouvoir réduire au maximum le risque de vulnérabilité face à cette situation-là qui est assez complexe, mais pas impossible à gérer. Donc c'est maintenant le reste, je crois, tient dans la coordination, dans la communication, dans l'action en synergie. Et j'espère que d'ici l'année prochaine, qu'on va encore faire des pas de géant pour vraiment repousser. Et je dirais que le travail transfrontalier, la synergie au niveau transfrontalier n'est pas aussi à oublier. C'est vrai qu'il y a des actions qui se font. Il y a l'accord d'Accra qui permet aux pays de la côte et le Burkina de faire un travail, mais je crois que pour le moment, ce n'est pas encore vraiment renforcé. Donc il y a besoin de pouvoir renforcer cette initiative d'Accra qui existe, qui quand même a donné des orientations. Et donc, on ne peut pas faire ce travail-là en solo. Tous les pays doivent pouvoir se mettre en synergie parce que qu'est-ce qui se passe? Ces groupes, ils traversent en fait les frontières. Et donc, on doit pouvoir avoir un mécanisme de communication pour pouvoir alerter l'autre pays lorsque il y a des personnes suspectes qu'on aperçoit et autres. Donc, il y a un besoin aujourd'hui de solidarité, je dirais, sous-régionale pour pouvoir faire face à cette situation-là assez compliquée. Allez, finalement, l'avion est arrivé à l'aéroport sans mercenaires, bien sûr. C'est le terminus. Hein. Peut-être quelqu'un a quelque chose à ajouter. Oui. Je crois que ce qui s'est passé à Natigou, très sincèrement, il faut le mettre aussi sous le sceau d'une communication qui n'a pas abouti. C'est-à-dire que nous sommes en état d'urgence sécuritaire. Et donc, il faut que les populations aient les informations. Les jeunes qui étaient sortis devaient savoir que quand on parle d'état d'urgence sécuritaire, il faut vraiment se préserver la nuit. S'ils ont l'information, bien sûr. Je crois qu'il ne serait pas arrivé ce drame-là. Et donc, il faut mettre à contribution. Germain parlait de la presse. C'est oui. Madame, les ONG, oui. Il reste aussi les communautés de base, les CDQ, etc. Oui. Et il y a aussi des personnes ressources, des personnes, comment vous appelez ça, des personnes, oui, voilà, des leaders d'opinion qu'il faut aussi mettre à contribution pour que ces genres de drames ne se répètent plus. Et surtout, lorsqu'on dit qu'il y a état d'urgence sécuritaire et lorsque vous voyez un mouvement de troupes, c'est qu'il faut automatiquement signaler cela aux forces de sécurité et de défense. Et donc, à partir de ce moment, les mesures seraient prises pour arrêter encore ce qui s'est passé hier nuit. Merci beaucoup à vous. Eric Johnson, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes journaliste, directeur de publication de l'Union. Merci également. Merci, c'est moi. Plaisir partagé, surtout avec le retour de madame. Merci également à Germain Pouli, journaliste et également directeur de publication de Togo Réveil. Germain, on est ensemble, c'est ça, non? Oui, merci. On vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup, madame. Passez souvent nous voir. Nous savons que vous êtes très prise. Mais on va essayer. Merci, madame. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Excellent week-end à tout le monde.